Bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. En plus, c'est ma première fois à Nantes, donc merci pour votre accueil. Donc oui, je m'appelle Siam Arabe et je suis depuis 6 mois maintenant chef de produit cloud et intelligence artificielle. Auparavant, j'ai été aussi data scientist pendant 4 ans, toujours chez Microsoft. Alors, juste avant de commencer, j'aimerais vous poser une petite question sur laquelle on aura l'occasion, bien sûr, de revenir dessus en fin de session. Mais je voulais vous laisser un petit peu le temps de réfléchir dessus. Donc la question, c'est la suivante. Si vous pouviez économiser 50% de votre temps, que feriez-vous différemment? Que feriez-vous en plus ou en moins? Que feriez-vous différemment? Donc voilà, donc vous pouvez garder ça dans un petit coin de vos têtes et on reviendra dessus en fin de session. Alors, au début, quand on m'a parlé de ce talk, je me suis dit, OK, intelligence artificielle, l'éducation, l'école de l'IA, ça fait pas mal de sujets qui m'intéressent et qui me tiennent à cœur. Enfin, sauf peut-être le mot école, qui m'a un petit peu traumatisée quand j'étais petite. Enfin, traumatisée, c'est peut-être un bien gros mot, mais on ne peut pas dire que ce soit l'endroit où je me suis le plus épanouie, on va dire. Mais au moins, ça m'a donné une certaine volonté de rénovation, ce qui est une chose déjà intéressante en soi. Alors, j'ai eu l'idée de profiter de cet événement, du coup, pour faire un exercice un peu amusant, celui d'imaginer un système éducatif presque idéal. Donc un système éducatif que je peux arranger un peu comme je veux, que je peux imaginer de la manière que je veux. Donc je peux mettre de l'intelligence artificielle un petit peu dessus, et de la manière que je veux, et selon différents axes, que ce soit le quoi, le comment et le quand. Le quoi étant le savoir qu'on apprend. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est encore un peu long. Là, c'est bon? Ok. Merci, pas de souci. Oui, donc du coup, c'est ça. Donc l'idée, c'est de réinventer l'éducation à travers l'intelligence artificielle selon différents axes, que ce soit le quoi, le comment et le quand. Le quoi étant le savoir qu'on acquiert, le comment, c'est comment on va l'acquérir, et le quand, à quel moment. Donc par quoi on commence? Ce qui serait logique, c'est de commencer par le quoi. Mais j'ai bien envie de commencer par le comment, parce que ça me paraît plus intéressant de commencer par le comment. Alors, on a tendance aujourd'hui à croire qu'on apprend tous de la même façon, alors que ce n'est pas forcément le cas. On a tous des modes d'apprentissage un peu différents. Il y a d'abord les modes d'apprentissage qui nous permettent d'acquérir l'information, enfin de la capter. Donc il y a des gens qui sont plutôt auditifs, d'autres visuels, tactiles, gustatifs même. Les cuisiniers, par exemple, ils apprennent gustativement. Et puis il y a d'autres modes d'apprentissage qui vont nous permettre de processer l'information et de la stocker quelque part dans nos têtes. Il y a par exemple, si je prends deux exemples deux grands exemples qui me viennent en tête. Il y a des gens qui vont, par exemple, commencer par acquérir la théorie, une règle, et qui vont ensuite la mettre en pratique en faisant quelques exercices. Il y a d'autres personnes dont c'est l'inverse, qui vont d'abord commencer par expérimenter quelque chose en faisant des exercices, et ensuite ils vont en déduire la règle globale. Donc là, je vous ai donné deux exemples, mais en réalité, il y en a plein des modes d'apprentissage. Il y a plusieurs combinaisons même entre les différents modes d'apprentissage et puis la manière dont on capte l'information. Mais comme vous le voyez, il n'y a pas une seule façon d'apprendre. Imaginez maintenant qu'on ait un système qui s'adapte à notre façon de fonctionner, qui va
apprendre finalement sur notre façon d'apprendre, qui va par exemple attendre le moment d'éveil d'un élève pour lui proposer la bonne chose à apprendre et au bon moment et avec la bonne méthode. Donc cet outil va aider l'utilisateur direct, tout comme il va pouvoir aider aussi le professeur par exemple. Il va l'aider en quelque sorte à mieux connaître ses élèves, par exemple en lui envoyant des statistiques sur son cours, comment son cours a été perçu. Est-ce que les élèves ont bien capté toutes les parties du cours? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il faudra qu'ils reviennent un peu plus la prochaine fois? Donc ça va lui permettre de mieux connaître ses élèves et d'être beaucoup plus proactif aussi par rapport à son cours. Alors, dans le même contexte, j'aimerais vous présenter une application qui s'appelle Elpicto et qui permet de mieux communiquer avec des personnes autistes. Donc, je vais vous laisser la découvrir en vidéo. Pas le son. C'est un autiste sévère qui n'a pas de langage et qui a 15 ans. Les défauts de compréhension augmentent le niveau d'anxiété, ce qui peut donner lieu à des troubles du comportement ou alors à des destructions de l'environnement, des jets d'objets. Donc on va être dans une difficulté massive. Quand il s'énerve, c'est quand même qu'il n'a pas compris quelque chose ou qu'il veut quelque chose. Pour aider les personnes avec autisme à communiquer, il y a des images. Donc ça peut être des photos, des pictogrammes. Le classeur, le PEC, c'est pas quelque chose d'évident, de facile. On n'a jamais la bonne carte elle est perdue, elle est tombée sous le fauteuil. D'où l'intérêt pour lui de communiquer avec Elpicto. Le départ d'Elpicto, c'est des discussions que j'ai eues avec Karine, qui avait une idée depuis quelques temps, mais c'est devenu possible depuis quelques mois. Microsoft a développé ce qu'on appelle des cognitive services, mis à disposition dans le cloud et qui vont permettre d'exploiter des choses qui étaient très difficilement exploitables auparavant. De la reconnaissance d'images, de la reconnaissance vocale et des traducteurs automatiques de langue. Et ça, c'est important parce que c'est nous donner la possibilité à nous, PME, d'accéder à ce qui se fait de mieux en matière d'intelligence artificielle. Je parle, je donne une information à Arthur et elle est traduite par l'application Elpicto instantanément en pictogramme et après d'une façon orale. Va t'habiller et te brosser les dents. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une interface qui va ensuite transiter dans tous les milieux de vie de la personne. Ça évite que l'enseignant s'énerve parce que l'enfant ne fait pas la chose. Ça permet de développer de l'autonomie personnelle, de l'autonomie domestique, participer à des tâches. C'est un outil qui est évolutif. On a eu la chance d'organiser avec Microsoft un Helpfest, une sorte d'hackathon où pendant 3 jours, on a été immergé dans une salle de réunion où on a fait quasiment 24 heures non-stop de développement. On y est rentré avec une idée, on en est sorti avec une solution. On est une petite société, on a 40 ingénieurs qui travaillent sur plein de domaines divers et variés. Il nous faudrait des années pour pouvoir construire une solution identique. Aujourd'hui, on a besoin d'une architecture qui est la plus petite possible avec le coût le plus bas possible. Donc on s'appuie sur Azure pour ça et faire en sorte que demain, quand on va atteindre des centaines, des milliers d'utilisateurs, j'espère, on puisse juste appuyer sur le bouton et puis augmenter la charge serveur, la ressource disponible d'un claquement de doigts. Plus on utilise Elpicto, mieux ça fonctionne. Le modèle va continuer à apprendre au fur et à mesure pour faire en sorte de l'optimiser et de le spécialiser. On va pouvoir remettre en place une communication qui est plus spontanée. Donc en termes de qualité de vie, ça c'est absolument énorme. Je crois que ça aide à recréer du lien. C'est beaucoup plus ludique, plus facile, il comprend mieux. Ça paraît pas grand-chose, mais en fait c'est énorme cette différence. C'est vraiment énorme. Comme vous le voyez, le champ des possibles de l'intelligence artificielle mêlée à l'éducation peut être large et aussi l'impact qui va avec. Alors, une autre chose qui peut être intéressante, c'est toujours pour améliorer et augmenter l'éducation, serait de diversifier le mode d'apprentissage, de diversifier les différents outils qu'on met à disposition des élèves pour apprendre. Alors, j'ai vu une étude il y a quelques années maintenant qui mettait en évidence un rapport entre le mouvement et la mémoire. Donc, des personnes qui sont en mouvement sont plus aptes
à mémoriser des choses. Par analogie, j'aurais tendance à penser qu'en dynamisant une salle de classe, on va pouvoir stimuler la mémoire des élèves. Et une des façons de dynamiser justement la salle de classe, c'est d'ajouter de l'interactivité entre les différents élèves ou avec le professeur. Ça serait aussi de diversifier les différents outils qu'on utilise. Donc là, par exemple, vous avez sur l'image une salle de classe qui apprend en bougeant les lisses d'ADN, le séquençage justement d'ADN. De l'autre côté, vous avez aussi une étudiante qui apprend sur un squelette les nerfs, les différents nerfs qui sont en couleur. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y a différents... Ouais, voilà, on voit très bien. Donc voilà, donc ça va permettre de justement créer un certain dynamisme, de mieux occuper l'espace et, entre autres, de stimuler la mémoire. Alors, on a tendance à croire, d'après les idées reçues qu'il y a eu ces derniers temps, que la technologie a tendance à renfermer les gens sur eux. En réalité, ce n'est pas tellement la technologie, c'est surtout les usages qu'on en fait. C'est le plus important. Donc, on peut imaginer différents usages qui permettent de créer de l'interactivité et de bénéficier du résultat de cette interactivité-là. Alors, il y a une autre chose qui m'a marquée quand j'étais à l'école, qui était la chasse aux bonnes notes et aux bons points. Alors, je me rappelle quand j'ai eu mon premier bon point, quand j'avais 5 ans, je pense, ouais, j'avais 5 ans. J'ai eu une image avec des défauts, j'étais très contente de l'avoir. Ça peut paraître mignon comme ça, mais ça peut aussi provoquer un certain individualisme qui est caché un peu derrière ce système de notation. Alors, on pourrait comme ça suggérer, quelqu'un qui a une vision un peu extrémiste, dire que si on veut avoir un système d'éducation idéal, il faudrait supprimer les notes, enlever ce système-là. Mais en réalité, je ne pense pas que ce soit vraiment la solution parce qu'on retrouve ça un peu dans notre façon de fonctionner dans la vie quotidienne. Quand on fait quelque chose de bien, on va avoir une récompense par rapport à ce bien. Et si on fait quelque chose de mal, par exemple, si on blesse quelqu'un, on va avoir une mauvaise réaction de la part de la personne. Donc ce système de notation, on le retrouve un peu partout. Et le problème ne vient pas tellement de là. Le problème vient surtout de ce que représente cette note et le comportement de la personne qui se fait noter et aussi de la personne qui donne la note. En parlant d'individualisme, quand bien même on travaille en équipe, on peut être à 2 ou même à plusieurs et on va vouloir que la personne nous apporte son expertise pour qu'ensemble on ait une bonne note. Donc il y a toujours une notion d'individualisme. Et même si on est à 50 dans une pièce à travailler tous ensemble, il peut toujours y avoir cet individualisme. Imaginez maintenant que je m'associe à une personne, comme ça, de manière au hasard, et que cette personne-là n'a pas tellement d'expertise dans le sujet qu'on aborde. Imaginez aussi que notre note ne sera pas sur ce que moi je vais apporter, ce que la personne va apporter, mais sur moi ce que je vais lui apporter, de manière à ce qu'il devienne expert, à la fin du projet par exemple. Et donc, quel est mon impact au final sur lui? Et c'est mon impact sur lui qui va définir ma note au final, et notre note au final. Et donc là, je viens juste de vous donner un exemple d'impact, mais en réalité, il y a plusieurs autres déclinaisons de l'impact. Et si on transforme le système de notation vers ce système d'impact-là, sur ces différents types d'impact, le résultat peut être différent. On peut aussi apprendre aux élèves comment ils peuvent impacter le monde et leurs différentes façons de le faire. Alors, on arrive maintenant à la deuxième partie, qui est le quoi. Donc, le savoir qu'on va acquérir et les différents parcours qu'on propose aux étudiants. Alors, là encore, l'intelligence artificielle peut apporter différentes choses et à différents niveaux. Au premier niveau, on peut imaginer, par exemple, que l'intelligence artificielle améliore l'orientation des élèves en matchant des profils à des parcours. Donc on va utiliser ce qu'on appelle les moteurs de recommandation en machine learning qui vont nous permettre
de recommander pour à des profils, donc à des étudiants, des parcours. Mais il faut faire attention dans ce genre de modèle, parce que si on ne fait pas gaffe, on peut rapidement tomber dans des biais pas très sympas. Le premier exemple de biais sur lequel on peut tomber serait de dire qu'on va recommander par exemple un parcours en fonction des capacités d'une personne, sans prendre en compte ce que la personne veut faire réellement. Donc, par exemple, on peut avoir quelqu'un qui est bien en sciences, mais qui a envie de devenir chef cuisinier. Donc pour améliorer ça, et pour répondre à ce problème, ce qu'il faudrait, c'est d'une part prendre plus de données et prendre en compte plus de données sur les étudiants, que ce soit leurs loisirs, leurs influences, tout en faisant attention au respect de la vie privée, bien sûr. Et à la fois aussi enrichir le catalogue des parcours, de manière à ce qu'on ait un catalogue pas tellement exhaustif, parce que les métiers sont créés de plus en plus et on ne peut pas vraiment être exhaustif, mais au moins dynamiquement exhaustif, qui prend en compte les nouveaux métiers qui arrivent au fur et à mesure. Alors, si on parle maintenant du deuxième niveau, là où l'intelligence artificielle peut aider, ce serait par exemple de permettre de croiser des métiers, de croiser différents métiers, de créer des parcours qui vont nous permettre à l'issue de faire différents jobs. Par exemple, faire de la philosophie et des mathématiques, un peu comme Pythagore que vous voyez sur cette image. Ça peut aussi nous permettre de faire, je ne sais pas moi, de la chimie et de la cuisine. Bon, peut-être que les cuisiniers ne seraient pas très contents de ça, parce qu'ils disent que la cuisine, c'est plutôt un art que de la science. Mais voilà, on peut avoir des exemples intéressants de croisements comme ça. Un autre exemple peut être, par exemple, de devenir artiste peintre et je ne sais pas, et architecte d'intérieur, ou décorateur, ou littéraire. Donc l'idée, c'est de se servir d'une des méthodes de machine learning, qui cette fois-ci va être la segmentation, ou clustering en anglais, et qui s'inscrit dans l'apprentissage non supervisé, cette fois-ci. Et l'objectif de ce type d'algorithme, c'est de regrouper des classes, des classes homogènes en fonction des caractéristiques qu'il y a dans différentes classes. Donc en fonction des points communs qu'il y a entre les différentes classes. Et ici, en l'occurrence, les classes, ça va être les parcours, et les caractéristiques vont être les différentes caractéristiques des parcours. Par exemple, esprit d'analyse, ou d'autres exemples de ce type-là. Alors, on arrive maintenant au troisième niveau, mon niveau préféré, celui que je préfère le plus. Cette fois-ci, l'accent ne sera pas tellement mis sur le parcours, sur le savoir, bien sûr, c'est important d'apporter le savoir et c'est important d'avoir des parcours, mais ici, l'idée, c'est de mettre de l'énergie, surtout dans la capacité d'apprendre à apprendre, de manière à permettre aux étudiants, aux élèves, de créer eux-mêmes leur futur job. Donc avec l'intelligence artificielle, il y a des jobs qui disparaissent, il y a des nouveaux jobs qui arrivent. Là encore, il y a des personnes qui vont justement imaginer ces nouveaux jobs, qui vont écrire des articles là-dessus, essayer même de créer des parcours scolaires là-dessus. Il y a une autre approche qui est de dire qu'on va laisser le champ libre aux étudiants, mais on va les accompagner humainement, de manière à ce que ce soit eux-mêmes qui créent leur futur job. Je vois ça un peu comme une course à relais, infinie et intelligente. Alors, infinie, pour représenter justement la chronologie des générations, et intelligente parce que le témoin qu'on fait passer de génération en génération est différent à chaque fois. Donc il doit contenir comme une sorte de code qui va permettre à la future génération d'avancer le plus vite possible et d'être confortable et d'aller le plus vite possible. Et donc dans cette course, il n'y a pas différentes équipes, il y a une équipe, enfin il y a plutôt différentes versions d'une seule équipe. Je ne sais pas si ça vous arrive d'imaginer des fois différentes versions que le monde pourrait avoir. Ben là, on peut faire un peu ce jeu-là ici et imaginer les différentes versions de transmission de connaissances. Et donc là, comme vous pouvez l'imaginer, le plus important ici va être le contact avec la future génération, mais aussi ce qu'il y a dans le témoin,
Et donc là, ce qu'on peut imaginer avoir dans ce témoin, à l'instant T, c'est le savoir, à l'instant T, mais aussi le pouvoir d'apprendre à apprendre, de manière à ce que les futures générations puissent avoir la liberté d'apprendre tout ce qu'ils veulent. Alors, on arrive à la troisième partie, qui est le con. Et donc, aujourd'hui, si on regarde dans les grandes lignes, on a tendance à croire que l'école, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir un diplôme, qui va nous permettre d'avoir un métier, qu'on va garder, si possible, à vie. Donc, on va, par exemple, former former les élèves pour devenir médecin ou avocat ou informaticien ou autre. Et alors qu'en réalité, on peut très bien faire différents jobs, comme on l'a dit avant, et on peut apprendre à tout moment. Il n'y a pas de discontinuité entre l'école, enfin entre notre formation initiale et le monde professionnel. Par exemple, qui peut empêcher quelqu'un qui a l'âge de 50 ans, qui a par exemple toujours fait de la biologie, de devenir astrologue? Qui peut l'empêcher de faire un métier, d'aller vers un métier qui est complètement différent? En réalité, ce n'est pas logique de restreindre les gens à ne pas tenter de nouvelles choses à n'importe quel moment de leur vie. Et donc ce sujet est très, très, très important. C'est un système qu'il faut savoir un petit peu bousculer, changer. Et la formation de manière générale des gens, c'est un sujet qui est très important, mais aussi pour Microsoft. On investit beaucoup là-dedans. On compte par exemple former 400 000 personnes d'ici 3 ans en France. Et quand je dis former des personnes, c'est à travers différentes façons de les former. Donc, il y a la formation directe, où c'est de personne à personne, où il y a des personnes qui forment à la fois des étudiants, des professeurs, des personnes en entreprise ou des personnes en reconversion. Et il y a aussi la formation indirecte, la formation, par exemple, via plateforme digitale. Donc, comme vous le voyez ici, par exemple, à droite, vous voyez une des formations pour Data Science, la Microsoft Professional Programme, qui permet à n'importe quelle personne d'accéder gratuitement à toute une liste de MOOC, de manière à pouvoir ensuite travailler dans la data science. À gauche, vous voyez aussi l'école de l'IA, qui est une initiative qui a été créée par Microsoft pour former des personnes en reconversion et des personnes en recherche d'emploi vers les métiers de l'IA. Donc on planifie aussi de former 500 personnes d'ici 3 ans. Donc c'est une initiative qui va être bien sûr mise à l'échelle. Alors pour finir, je voulais vous raconter une petite anecdote. Alors dernièrement, enfin il y a quelques mois, il y a eu le fils d'un collègue à mon travail qui a une 12aine d'années. Et donc il était là, il était venu pour visiter le campus de Microsoft. Et à un moment donné, il m'a demandé de l'aider à faire ses devoirs. Donc on a commencé à réciter le vocabulaire d'espagnol. Et à un moment donné, on a commencé à parler de l'intelligence artificielle, de ce que je faisais. Je lui ai donné quelques exemples concrets. Puis à un moment donné, je lui ai posé une question. Je lui ai demandé si les robots réalisent toutes les tâches quotidiennes un peu contraignantes qu'il n'aimerait pas vraiment faire, qu'est-ce qu'il ferait? Donc si le robot remplace toutes les choses qu'il n'a pas envie de faire et qu'il avait au final le pouvoir de faire tout ce qu'il avait envie de faire, qu'est-ce qu'il ferait? Et qu'il avait tout le temps et tout le monde à disposition, qu'est-ce qu'il ferait? Et donc là, il a commencé par me dire je partirai en week-end avec ma famille. Puis après, il a dit si je pars en week-end, ce ne sera pas vraiment un week-end si c'est tout le temps. Puis après, il a dit peut-être que j'inviterai mes amis et je partirai en vacances quand je voudrais avec eux et je ferai ce que je voudrais avec eux. Puis après, il a dit ouais, mais ça n'aura pas vraiment la même valeur si c'est tout le temps, encore une fois. Et donc au final, on est arrivé à la conclusion qui était de dire que si on a du temps, on a au final le pouvoir de changer notre référentiel de bien et de mal.
Donc si le week-end n'a pas la même saveur, en quelque sorte, on a changé notre référentiel de bien. Donc en ayant du temps, on a un plus grand pouvoir de changer ce référentiel-là. Et donc au final, c'est peut-être ça la prochaine révolution industrielle, d'avoir du temps. Là où avant, par exemple, la première révolution industrielle, c'était plus dans le hardware, d'avoir des PC chez soi, ensuite d'avoir Internet chez soi, ensuite d'avoir Internet sur les smartphones, ensuite, avec l'émergence des applications, etc., l'arrivée des données, donc du big data, ensuite le cloud pour stocker ces big data, et maintenant, peut-être, pas tellement, la prochaine révolution ne sera pas tellement l'intelligence artificielle, mais surtout le temps qu'on va gagner avec l'intelligence artificielle. Donc maintenant, je vous repose la question que j'ai posée au début. Si vous pouviez cette fois-ci économiser ne serait-ce que 50% de votre temps, enfin ne serait-ce, c'est déjà beaucoup. Parce que tout à l'heure, avec le fils de mon collègue, on a rêvé, on a imaginé avoir tout le temps qu'on avait. Mais imaginons maintenant que vous pouvez juste économiser 50% de votre temps. Que feriez-vous différemment? Quelles sont d'après vous les tendances qui vont arriver dans les prochaines années grâce à l'intelligence artificielle?